Vous écoutez Radio Ici et Maintenant, 95.2, l'émission La Vague d'OVNI, proposée et dirigée par Didier Deplège. Alexandre, aujourd'hui avec vous et aussi avec Joël Ménard. Bonjour Joël. Bonsoir. Joël, tu diriges le magazine Lumière dans la nuit, oui. 46e année de Lumière dans la nuit. 46, oui, ça doit être ça, à peu près 47 peut-être, je sais plus. Il y a un moment à partir duquel on ne compte plus. Oui. Et Lumière dans la nuit, c'est donc un magazine, une revue plutôt, qui revient sur tous les phénomènes qui ont attrait à l'ufologie. Absolument, c'est ça, oui. Alors nous t'avons joint aujourd'hui pour qu'on s'arrête ensemble sur un cas bien précis. Alors nous passerons sur le nom de la personne, on va l'appeler René. Oui. On va l'appeler René. C'est une personne qui t'a contacté ? Oui, c'est un monsieur qui m'a contacté fin juillet 2004. Il avait à ce moment-là 70 ans, donc aujourd'hui il en a peut-être 71. Et il m'a raconté une histoire. Alors il m'a pas raconté tout de suite en détail évidemment. Hein. Il m'a simplement averti des grandes lignes de la chose. Et c'était une histoire très atypique, très extraordinaire. En ufologie, on rencontre peu de choses comme ça. Et d'ailleurs, c'est pas forcément ce qu'on cherche le plus activement, mais c'est ce qui frappe le plus. C'est une histoire vraiment, j'allais dire, à marcher au plafond. C'est quelque chose d'incroyable. C'est plus incroyable qu'une banale, si on peut dire, observation d'OVNI. C'est pour ça que nous t'avons contacté, car l'histoire est complète. Et en plus, tu as rencontré cette personne qui est le fils, donc on va s'y arrêter dans quelques instants, hein, mais qui est le fils de celui qui aurait vécu l'aventure. C'est ça. Et tu as passé 6 heures, 7 heures avec lui. Oh, j'ai passé 6 heures avec lui, de 3 heures de l'après-midi à 9 heures du soir, le 7 septembre 2004. Et tu as décidé d'en faire 20 pages dans le Lumière dans la nuit numéro 375. Il y en a 20 pages. 20 pages. Oui. Oh, ça m'étonne pas, oui, l'histoire est assez longue à raconter. Effectivement, d'ailleurs on va pouvoir la commencer dans quelques secondes. Donc Joël, on va dire aux auditeurs en gros comment est-ce que ça va se passer. Tu vas nous conter cette histoire. Moi je vais essayer de te poser quelques questions pour que tout le monde comprenne, car c'est un format papier à la base. Et puis ils vont vite comprendre à quel point cette histoire est spéciale, ne serait-ce que par son contenu historique. Je te laisse commencer, Joël. Alors voilà l'histoire. Le monsieur que j'ai rencontré au mois de septembre, donc un petit peu plus d'un mois après qu'il m'ait contacté, nous l'appellerons René, ce qui est son véritable prénom, et il va beaucoup être question de son père, qui s'appelait Gaston. Alors, pour essayer de préserver autant que possible la tranquillité de René, et aussi celle de ses homonymes, nous avons décidé de ne pas faire état de son nom de famille, qui par ailleurs est connu puisqu'il a été publié dans Lumière dans la nuit. Mais il faut essayer quand même de préserver la tranquillité des témoins, c'est une chose, à mon avis, indispensable ou tout au moins souhaitable. Et puis aussi la tranquillité des homonymes qui n'y sont pour rien et qui doivent avoir été pas mal dérangés depuis quelques mois. Alors, quand René m'a téléphoné, il m'a dit 2 mots d'une histoire extraordinaire. En substance, son père prétendait, dans une lettre adressée à son fils, mais trouvée par le fils uniquement après le décès du père, avoir passé à 2 reprises 3 ans ailleurs que sur Terre. Alors ça, c'est quelque chose de tout à fait hors du commun en ufologie. Enfin, il y a d'autres exemples de ça, probablement. Mais en tout cas, c'est infiniment plus rare qu'une simple observation d'OVNI. Alors, une question pour commencer, Joël. Pourquoi est-ce qu'il t'a joint, toi ? Alors, il m'a donné l'explication, qui m'a d'ailleurs beaucoup surpris. En fait, René m'a dit que, avant tout, il cherchait à comprendre ce qui s'était passé. Il se trouvait face à une situation pour lui incompréhensible,
pour nous aussi, vous allez le voir, et il cherchait à se documenter, il cherchait à comprendre ce qui avait bien pu arriver à son père, et alors, il a prospecté. Alors ce qu'il m'a dit, et qui m'a pas mal étonné, c'est que il avait contacté, je crois, Sciences et Avenir, et que c'est une dame de Sciences et Avenir qui lui avait conseillé de s'adresser à moi. J'avoue que ça m'a surpris. Bon, en tout cas, c'est ce qu'il m'a dit. Je n'ai pas de raison particulière de mettre ça en question. Et donc cet homme de 70 ans, au moment du premier contact, oui, t'appelle pour te dire qu'il a des lettres de son père qui aurait vécu une partie de sa vie en tout cas avec des êtres venus de l'espace. Alors voilà ce qui s'est passé. Son père, appelons-le Gaston, hein, pour plus de clarté, encore une fois, le fils, c'est-à-dire l'homme que j'ai rencontré, s'appelle René, et le père, c'est Gaston. Alors, Gaston est décédé à l'hôpital de Poitiers en février 85. Et son fils s'est donc rendu à Poitiers, et à la suite du décès de son père, on lui a remis les affaires de son père, et il a trouvé, dit-il, dans la poche du veston ou du blouson de son père, une lettre assez longue, très longue, dont le contenu est stupéfiant. Alors, cette lettre raconte que, à 2 reprises, Gaston a vécu ailleurs que sur Terre. René, le fils, a donc lu cette lettre, et chacun peut imaginer la stupéfaction du fils qui trouve ce genre de lettre dans la poche de son père. Après que René ait trouvé cette lettre, il s'est écoulé pas loin de 20 ans, puisque le papa est décédé en février 85 et que le fils m'a contacté fin juillet 2004. Ça fait 19 ans et demi. Autrement dit, pendant 19 ans et demi, cette histoire incroyable, mais pour lui sans doute très très convaincante, puisque ça se présentait sous la forme d'une lettre de son père. Cette histoire a dû, j'imagine, mariner, si on peut dire, dans son esprit. Il me l'a dit d'ailleurs, qu'il l'a lu un nombre incroyable de fois, qu'il s'est posé toutes les questions qu'on pouvait se poser, et puis qu'il n'arrivait évidemment pas à une conclusion. Comment pourrait-il arriver à une conclusion ? Alors finalement, il a éprouvé le besoin, après presque 20 ans, de faire appel à d'autres personnes pour tenter de comprendre un petit peu de quoi il s'agissait. Alors, pour mieux comprendre ce qui va se passer après, Joël, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ce personnage qu'est René et sur sa carrière ? Alors, René est né dans une famille très modeste à Lusignan. Lusignan, c'est une petite ville qui se trouve au sud-ouest de Poitiers, mais qui est très proche de Poitiers. Il doit y avoir un quart d'heure en voiture. C'est dans la direction de Bordeaux pratiquement, hein, quand on sort de Poitiers par le sud. Donc, René est né de Gaston et de son épouse, et il a entamé très tôt, je crois à l'âge de 17 ans, dès qu'on peut s'engager, il est rentré dans l'armée de l'air. Il a fait une carrière dans l'armée de l'air qui a duré un certain temps. Alors, il était pilote, hein, je précise, parce que dans l'armée de l'air, il n'y a pas que des pilotes. Il a donc fait une carrière de pilote qui a duré jusque dans les années 50. Et puis, cette carrière a pris fin à la suite d'un accident. Un accident au décollage sur un B-26 à Marrakech, je crois.
ça s'est mal passé. L'avion n'a pas décollé. Il a fait un cheval de bois, c'est-à-dire il est parti hors de la piste. Et à la suite de cet accident, la carrière de pilote de René a pris fin. Il s'est par la suite engagé dans l'armée de terre. Et à l'issue de sa seconde carrière militaire, il avait atteint le grade de commandant. Il a quitté l'armée et comme c'était un homme d'action, visiblement, il s'est consacré à plein temps à une ONG qui l'a amené à se rendre dans de nombreux pays du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Asie. En gros, voilà quelle a été sa carrière. Alors sa troisième carrière, sa carrière dans cette ONG, a pris fin il y a quelques mois, tout simplement parce qu'il avait 70 ans et qu'il éprouvait le besoin d'arrêter, on peut le comprendre. D'autant plus que son épouse, qui est d'origine vietnamienne mais de nationalité française, l'a accompagné dans pratiquement toutes ses missions pour cette ONG. Alors cette ONG, on peut peut-être dire le nom, hein, après tout, pourquoi faire des mystères, c'est Caritas. Son épouse l'a accompagné dans la plupart de ses missions, ce qui comportait évidemment des risques, des dangers et beaucoup de fatigue. Et son épouse est un petit peu plus âgée que lui, et donc ils ont largement atteint l'âge de la retraite. Voilà. Voilà pour la carrière en gros, oui, bien sûr. La carrière de René. Très bien. Donc, personnage ayant les pieds sur terre. Bon, il m'a tout à fait donné l'impression d'un personnage ayant les pieds sur terre, oui. C'est ça l'avantage, c'est que tu l'as rencontré, donc ça nous apporte quelque chose en plus. Il y a beaucoup de témoignages qu'on ne peut retrouver que sur le papier ou par des on-dit. Mais là, tu as vu la personne. Même en rencontrant une personne, en parlant avec une personne pendant 6 heures, moi j'avoue que ça me suffit pas pour me faire une idée très précise de la situation. Je dirais même que on peut côtoyer une personne pendant des semaines, des mois et des années, et puis un jour découvrir la réalité de cette personne. Hein, ça c'est, je crois que c'est bien connu. J'enfonce une porte ouverte en disant ça. Donc 6 heures pour faire la connaissance de quelqu'un, c'est bien court, surtout quand il s'agit d'une histoire aussi complexe. Néanmoins, il y a au moins un détail, et sans doute d'autres, mais il y a un détail qui m'incite à penser que, comme tu disais, René a les pieds sur terre. Christophe Jubien, après que nous ayons parlé de cette histoire tous les deux, m'a dit qu'il connaissait quelqu'un dans la hiérarchie de Caritas et qu'il allait pouvoir se renseigner. Alors évidemment, c'est l'attitude normale des ufologues. Après un témoignage pareil, s'il y a des vérifications possibles, évidemment, on fait tout pour obtenir le maximum de renseignements. Et Christophe Jubien m'a proposé d'essayer d'en savoir un peu plus sur la carrière de René. Et là, j'ai même tout à fait envie de m'excuser auprès de René. Ça peut être conçu comme une indélicatesse, c'en est une d'ailleurs. C'est une indélicatesse, hein. Se renseigner sur une personne auprès d'une tierce personne, c'est quand même un petit peu gênant. Ça peut être interprété comme la marque d'un manque de confiance. Mais il faut bien comprendre qu'en ufologie, il faut quand même un minimum de sérieux. On n'est pas là pour uniquement faire confiance aux gens. J'avoue que la question de la confiance, d'ailleurs, on va être amené à en parler, je pense, parce que là, elle est au centre de cette histoire. Enfin, moi, je ressens ça comme ça. Mais bon, j'ai spontanément tendance à faire confiance aux gens parce que ça me paraît nécessaire, ça me paraît bien. Mais il faut aussi qu'on essaie de pas tomber dans des traquenards. Il est normal qu'on essaie de vérifier. Donc, Christophe avait cette possibilité.
Il s'en est occupé et il m'a donné la réponse vers le début de cette année, je pense, peut-être vers le mois de janvier. Il avait eu les renseignements et ces renseignements tiennent en une phrase ou deux. L'homme en question, que nous appelons René, était, puisque sa carrière dans cette ONG est terminée, était un responsable très efficace et un très bon spécialiste des situations d'urgence. Fin de citation. Voilà le jugement sur le personnage porté par un représentant de cette ONG. Joël, nous avons introduit l'histoire, elle est placée, les personnages sont là. On va pouvoir faire une petite respiration avant de vraiment débuter et découvrir cette lettre, enfin ces lettres étranges, très étranges, laissées par Gaston à son fils René. Vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant, 95.2, et vous écoutez La Vague d'OVNI. Aujourd'hui, notre invité est Joël Ménard. Nous revenons avec lui sur un article, une histoire parue dans le Lumière dans la nuit, numéro 375. Et nous allons commencer à entendre, à découvrir ensemble la fabuleuse histoire, et il faut le dire, de Gaston, père de René. Joël ? Alors, voilà, en substance, ce que raconte cette lettre trouvée par René dans le blouson de son père après le décès de celui-ci en février 1985, donc il y a 20 ans. Le père raconte, alors je pourrais vous lire si vous le souhaitez le début de la lettre. Le père raconte que en 1928, alors qu'il était en train de garder des vaches, il avait alors 18 ans, il était en train de garder des vaches dans un champ, bien entendu, à Lusignan. Et puis, brusquement, il y a quelque chose qui s'est posé près de lui. À cette époque-là, on parlait pas d'OVNI, on parlait pas de soucoupe volante, il n'y avait rien eu de publié là-dessus, et c'était pas dans l'esprit des gens. Brusquement, quelque chose donc se pose à côté de lui, qui compare brièvement à un couvercle de lessiveuse, et puis ça grossit sur place. Des petits bonshommes surgissent, s'emparent de lui, le tirent à l'intérieur de l'engin, et voilà, décollage, les vaches sont abandonnées sur place, et Gaston est aux mains de ravisseurs très surprenants. Alors je vais lire, si tu le permets, je vais lire le début de cette lettre, celle que tu as fait paraître, le tout début, pour que les auditeurs soient dans l'ambiance. Il faut préciser aussi, et c'est dit par René, qu'il a été très surpris en lisant cette lettre, disant que le style était très léché, et que son père avait fait attention à son vocabulaire. Il ne pensait pas forcément son père capable d'avoir un tel vocabulaire et une telle écriture. Je vais juste lire le début, Joël. Mon cher René, cette lettre va beaucoup t'étonner, mais c'est bien moi, ton papa, le rédacteur. Même si les médecins ne me le disent pas nettement, je vais mourir bientôt. J'espère seulement avoir le temps de te raconter mon histoire et si possible te donner quelques détails pour satisfaire ta curiosité. Il n'est pas impossible que dans les années à venir, des gens voient des choses bizarres dans le ciel. Ainsi, je vais te dire de quoi il s'agit, car moi je sais. J'ai vécu chez les extraterrestres plusieurs années, en 2 fois. En 1979, je devais partir à nouveau et cette fois définitivement, mais je n'ai pas pu. Je le regrette car j'aurais eu une longue vie. Je t'expliquerai dans les pages suivantes. Un après-midi de 1928, je gardais nos vaches dans un pré, appuyé sur un bâton, je rêvassais. Tout d'un coup, une sorte de couvercle de lessiveuse est tombé à 3 ou 4 mètres de moi. Aucun bruit, j'ai seulement vu l'objet. Aussitôt, il y a eu un grand éclair rouge et vert, et ce couvercle de lessiveuse est devenu un énorme engin gros comme un camion. Et voilà, pour cette lettre. Ça, c'est le tout début. Et j'imagine la surprise de René en lisant cette lettre. Oui, effectivement, il y a de quoi être surpris. Alors, je poursuis le résumé de cette lettre, si tu veux. Avec plaisir. Donc, Gaston, âgé de 18 ans, se retrouve aux mains de petits personnages
qui l'emmène dans un endroit qu'il connaît pas, qu'on peut supposer être un vaisseau spatial. Alors il donne divers détails. Lors du voyage, il est enduit d'une pommade. On trouve ce détail dans d'autres récits, ce qui n'est pas forcément à interpréter comme confirmation, hein, mais constatons ce qu'il y a à constater. Et puis quand il arrive là-bas, donc il se trouve dans un lieu extrêmement déroutant pour un humain, avec un environnement qui n'est pas le nôtre, des tas de choses bizarres. Il est question d'un mur d'énergie qui permet de réaliser divers prodiges. Il retrouve dans ce vaisseau spatial d'autres terriens enlevés, comme lui, qui le mettent à peu près au courant de la situation. Et puis assez rapidement, il entre en contact avec ses ravisseurs, qui sont donc des extraterrestres de petite taille, qui ont la particularité de ne pas manifester de sentiments, et qui sont uniquement préoccupés de connaissances. Ce qui les intéresse, c'est de se documenter sur tous les sujets possibles, c'est de faire de la science. Effectivement, il présente ces personnages comme ne pensant qu'à l'évolution spirituelle, ils sont asexués, ils n'ont pas véritablement de physionomie particulière. Je sais pas si on peut parler de... Oh, peut-être que le mot est prononcé dans le récit, je me souviens plus, mais je ne sais pas si le mot spirituel est vraiment celui qui convient. Il n'est pas prononcé, effectivement. Je crois que on pourra peut-être parler d'évolution intellectuelle, oui, plus que spirituelle, puisque c'est... Moi, ce qui me frappe le plus dans tout ça, c'est l'absence apparemment totale de sentiments manifestés par ces personnages, disons par ces supposés personnages, parce que moi je sais pas si l'histoire est vraie, hein. Et leur préoccupation dominante, c'est la rationalité. Seules les intéressent les actions qui sont jugées par eux raisonnables. Ils ne manifestent pas de sentiments, pas d'émotions. Leur visage a un aspect figé et ne trahit pas d'émotions ou de choses de ce genre. Moi je trouve ça terrible. J'aurais pas voulu être à sa place, mais enfin. Donc dans ce vaisseau, appelons ça un vaisseau spatial, il reste pendant à peu près 3 ans. Alors qu'est-ce qu'il fait pendant ces 3 ans et comment ça se passe? Eh bien la lettre trouvée dans le blouson donne un certain nombre de réponses à ces questions. Je me suis bien gardé de les apprendre par cœur, d'ailleurs je connais pas ça de A à Z. Mais en gros, ce qu'il fait, eh bien c'est qu'il s'instruit. Les gens qui l'hébergent, si on peut dire ça comme ça, se chargent de son éducation. En particulier, on imagine facilement qu'un jeune homme de 18 ans, en 1928, dans la région de Lusignan, n'a pas des connaissances très approfondies. Il parle un français très rudimentaire. En fait, il parle le patois local. Et ses hôtes l'incitent à apprendre le français. Donc il apprend le français. Et puis il apprend il travaille diverses matières. Et puis apparemment, il rue pas dans les brancards. Quand on lit la lettre, on a l'impression qu'il trouve ça bien. Il s'instruit, il est au chaud. Bien que tout le monde soit nu dans cet endroit, il est bien, là, il n'y a pas de problème particulier. Alors, il décrit divers aspects matériels de son séjour là-bas. En particulier, il donne des précisions sur des questions de respiration dans ce vaisseau. Il n'est pas, si je me souviens bien, ou pas fréquemment en contact avec ses hôtes, parce que ses hôtes ne respirent pas de l'air, ne respirent pas de l'oxygène comme nous. Donc, en gros, il y a une partie du vaisseau qui est réservée aux invités, si j'ose dire. Tout à fait. Dans le texte, il dit qu'il ne peut parler à ses hôtes qu'à travers le mur d'énergie. Voilà. Il y a plusieurs lecteurs de Lumière dans la nuit qui m'ont signalé depuis que, ça c'est une parenthèse, hein, ça n'est qu'une parenthèse, je reviendrai au récit après, que on trouve des
histoires semblables, des détails de ce genre, dans divers ouvrages de science-fiction. Fin de la parenthèse. Donc, ça dure longtemps, il s'instruit, et puis un jour, au bout d'à peu près 3 ans, ses ravisseurs lui proposent de revenir sur Terre, en fait pour leur servir d'agent de renseignement. Je me permets de t'interrompre, Joël, oui. Parce qu'il y a un détail qui me paraît important dans le récit, c'est que revenir sur Terre comme d'autres qui étaient eux aussi sur le vaisseau, oui. Et qui étaient depuis plus ou moins longtemps, même au point, pour certains, d'avoir déjà commencé une mutation. Oui. C'est ce qu'il dit, mais ça me paraissait important de le pointer du doigt. Oui, t'as raison. Je dois dire que moi j'ai pas appris l'histoire par cœur, je n'ai pas tous les détails en mémoire, parce que... Non, mais je l'ai relu il y a encore une demi-heure, donc c'est tout frais. D'accord, oui. Eh ben, je vais sûrement commettre d'autres omissions, alors s'il te plaît, interviens. D'accord. Parce que moi je tiens à préciser ma position face à ça, face à un tel témoignage indirect. Je pense qu'il est sérieux d'en prendre note, mais ça n'empêche pas la prudence. Relater cette histoire, ça n'est pas la prendre pour argent comptant. Oui, voilà, de toute façon, on n'est pas là pour la cautionner, on est là pour la mettre en avant et montrer quels peuvent être les témoignages qu'on peut trouver dans le monde ufologique, et des témoignages aussi précis sont quand même assez rares. Oui. C'est peut-être d'ailleurs une bonne chose pour l'ufologie, parce que si tous les cas qu'on récolte étaient de cette nature, le travail serait beaucoup plus compliqué qu'il ne l'est. Bon, il l'est déjà énormément. Alors donc, 3 ans à peu près après son enlèvement, parce que il s'agissait bien d'un enlèvement, hein. C'était pas une invitation à monter dans la soucoupe. Il dit dans sa lettre que bon, il s'est fait ramasser sans qu'on lui demande son avis. Donc 3 ans après, il revient sur Terre, alors même voyage, à nouveau la pommade sur le corps, et puis il arrive à nouveau dans sa région d'origine, la soucoupe se pose, il y a là un terrien qui est visiblement un agent des extraterrestres, qui lui procure des vêtements étant donné qu'il était comme tout le monde à poil dans le vaisseau spatial, si j'ai bien compris, qui lui procure des vêtements et qui lui donne une valise pleine d'argent, pleine de billets. Donc Gaston, qui a alors 18 plus 3, 21 ans, qu'est-ce qu'il fait? Il revient chez ses parents. Alors il arrive, et aussitôt, il s'est fait sermonner par ses parents qui lui disent c'est du pop, t'as laissé tomber les vaches, ça aurait pu faire un accident, c'est pas sérieux, les jeunes on peut pas compter sur eux. Bon, premier accueil, il se fait gronder parce qu'il a abandonné les vaches. Mais en fait, il a quand même avec lui une valise bourrée de billets, alors chacun comprendra que la dite valise facilite les contacts. Donc il reprend sa place dans la famille. Et puis il faut dire qu'à l'époque, il y avait des jeunes qui faisaient des tours de France pour apprendre des métiers. Il n'était pas extraordinaire qu'un jeune homme quitte le domicile de ses parents pour des périodes très longues. Seulement en général, celui qui partait, il le disait, et on savait où il allait, et même s'il donnait peu signe de vie, on savait à quoi s'en tenir à son sujet. Alors que là, il avait disparu purement et simplement. Donc la vie reprend son cours. Dans les années qui suivent, alors évidemment, il y a 2 aspects dans sa vie. Oui. Il y a l'aspect visible pour son entourage, et puis il y a autre chose. Alors, qu'est-ce qu'il fait pour les extraterrestres? Il est chargé de leur procurer par exemple des bouquins de maths. Alors ça aussi, ça a fait réagir beaucoup de lecteurs, et je les comprends, qui trouvent le détail saugrenu, mais dans une histoire comme ça, des détails saugrenus, il y en a à profusion. On peut même dire qu'il n'y a que des détails saugrenus. Parce que fournir des bouquins de maths à des extraterrestres qui ont l'air d'avoir disposé de moyens infiniment supérieurs aux nôtres, ça peut paraître dérisoire, à moins qu'il s'agisse simplement de se documenter sur notre état, sur l'état d'avancement de notre ignorance. Enfin, n'interprétons pas. Donc il est chargé de se procurer des livres de maths,
et puis d'étudier peut-être diverses questions relatives à la situation sur Terre. Il vit comme ça un certain nombre d'années. Très rapidement, il fait la connaissance d'une jeune fille qu'il épouse, et ils ont un fils qui est donc René, qui naît 70 ans avant 2004. Je laisse à chacun le plaisir de faire la soustraction. Alors, on peut noter que les personnes qu'il a rencontrées, enfin c'est ce qui est dans le texte, lui ont dit que ce qui se passait sur Terre, en gros, n'était pas très important, que les choses allaient suivre leur cours, et qu'il n'était pas obligatoire qu'il se crée des liens affectifs. Donc il ne parlera pas, et il fera tout pour garder secret cette relation, cette femme et cet enfant. Et en particulier, il a des contacts, me semble-t-il, parce que je prétends pas connaître l'histoire par cœur. Il a des contacts de temps en temps avec l'homme qui l'a accueilli à son retour et qui lui a procuré des vêtements et une valise remplie de billets. Et cet homme, il le met pas au courant du fait qu'il s'est marié. Peut-être l'autre d'ailleurs ne lui pose-t-il pas de questions, ou très peu, j'en sais rien. Les contacts se font toujours au même endroit, dans un petit village, enfin dans ce qui était à l'époque un petit village, c'est plus un petit village maintenant, c'est une commune qui fait partie de l'agglomération de Poitiers, qui s'appelle Mignaloux, plus précisément, qui figure dans le récit. En tout cas, alors à cette époque-là, l'endroit en question était désert, c'était la campagne, ce n'est qu'à quelques kilomètres, 3-4 kilomètres du centre de Poitiers, mais dans les années 30, c'était la campagne. Maintenant, c'est plus la campagne du tout. J'ai oublié le nom de ce lieu-dit, mais peu importe, il est très facile de le retrouver, c'est dans le texte. C'est le lieu-dit le Planty. Le Planty, voilà, c'est ça. Et c'est dans près d'un village appelé Bruxerolles dans le Poitou. Alors, je me suis trompé. J'ai dit Mignaloux, c'est Buxerolles, oui, effectivement, oui, bien sûr, c'est Buxerolles. Alors, le Planty, j'y suis passé, alors maintenant c'est complètement urbanisé. Et j'ai bien peur que ça ait perdu le charme que ça pouvait avoir dans les années 30. Donc, comment il vit pendant toutes ces années-là? La lettre nous renseigne un petit peu, et il vit confortablement. Il est censé être terrassier. C'est-à-dire que son boulot consiste à creuser des tranchées avec ses petites mains et avec une pioche. Alors j'ai posé la question à René, le fils, le soir du 7 septembre. L'idée m'est venue de lui demander s'il se souvenait des mains de son père. Il m'a aussitôt dit oui, il avait les mains blanches. Alors on s'est expliqué. Son père, qui était censé être terrassier, avait, pour ainsi dire, des mains de jeune fille, ou des mains de, appelons ça comme vous voudrez, des mains de prof de philo. Il n'avait pas des mains de terrassier. Alors, comment vivait-il? Eh bien, il partait en début de semaine, il quittait sa femme, il quittait le domicile conjugal, et il partait toute la semaine pour faire ce qu'il appelait son travail. Il revenait à la fin de la semaine, et pendant les samedis et les dimanches, il allait se promener. Il a rapidement eu une petite motocyclette, et il allait se promener, ce qui fait qu'en fait il ne devait pas voir sa femme très souvent, puisqu'il était pratiquement absent la semaine, et puis qu'il n'était pas là le week-end. Et il rapportait de l'argent, il n'a jamais manqué d'argent. René m'a dit, mes parents n'ont jamais manqué d'argent. C'était des gens simples, qui vivaient simplement, ils n'ont jamais eu de maison qui leur appartienne, ils n'ont jamais eu de voiture, mais enfin dans les années 30, il y en avait d'autres qui n'avaient pas de voiture. René m'a assuré que son père n'avait jamais su conduire une voiture, il se déplaçait donc sur un deux roues à moteur, et ça ne l'empêchait pas de gagner correctement sa vie. Les parents, paraît-il, n'ont jamais eu de soucis d'argent. Ce qui est remarquable pour quelqu'un qui était censé être terrassier. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de terrassiers qui vivent toute une vie
sans connaître des soucis d'argent, j'ai plutôt tendance à en douter. Alors, pour peut-être un peu moins mal comprendre cette histoire, il faut savoir que les parents de René, donc Gaston et la maman, ont toujours eu des rapports très distendus avec leur fils. Ils avaient de bons rapports, mais peu denses. C'est pas du tout, d'après ce que m'a dit René, le résultat d'un conflit ou d'une incompréhension ou d'une crise familiale latente. Pas du tout. L'ambiance était bonne. Simplement, René m'a dit, on n'avait rien à se dire, alors on se voyait très peu. Et effectivement, la suite de l'histoire va le prouver. Vous savez, dans toutes les familles, je suppose qu'on peut trouver des particularités qui sont absentes chez les voisins. Là, les liens familiaux étaient réduits au strict minimum. Vraiment, le strict minimum, surtout dans la dernière phase de l'histoire. Alors, donc cette vie-là continue. Est-ce que j'oublie des détails, Alexandre? Non, là on est dans l'histoire. On peut noter que la Belgique est assez importante dans cette partie de l'histoire. La Belgique. Oui. Et oui, il dit que la personne qui était en contact avec lui connaissait bien la Belgique, que les contacts avec les divers correspondants comme lui avaient lieu en Belgique. Ah oui. Tiens, j'avais oublié ce détail. Eh bien voilà. Eh bien merci, j'avais oublié ce détail, j'ai dû en oublier pas mal d'autres d'ailleurs. Alors je crois qu'on peut en venir au deuxième départ. J'aimerais aussi préciser avant ce deuxième départ quand même le contexte historique qui fait que tu nous disais au tout début de cette histoire qu'il te paraissait assez insensible ces êtres. Ils ont vu donc la guerre de 39-40 avait commencé, et c'est en 1942 qu'aura lieu le deuxième départ. Ils lui ont dit que le pays devenait dangereux et ils ont décidé, ces êtres, de faire une navette générale pour récupérer tous leurs contacts sur la planète. Et c'est là où effectivement tu parlais d'insensibilité, c'est que on laisse les familles, on laisse tout, on part. Oui, et puis il y a surtout le fait que ce qui se passait sur Terre en 1942 était largement aussi épouvantable que le fait de se faire enlever par des extraterrestres. Voilà, et donc il prenait pour excuse le fait que beaucoup de jeunes gens disparaissaient à cette époque-là, et que du coup cela n'aurait pas paru bizarre de ne plus le voir dans l'environnement. Et puis lui avait sans doute tendance quand même à s'émouvoir, lui, Gaston. Alors, il faut dire qu'il disparaît une deuxième fois en 1942. Un soir, il rentre pas au domicile familial. Ah, tu vas trop vite, on va laisser les auditeurs respirer un peu. Ok. Histoire de prendre bien conscience de ce qui s'est passé dans cette première partie. Vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant, 95.2, et vous écoutez l'émission La Vague d'OVNI. Notre invité est aujourd'hui Joël Ménard, qui revient sur une histoire qui est contée dans le numéro 375 de Lumière dans la nuit. Et c'est un témoignage assez étrange que nous avons voulu mettre en avant aujourd'hui pour vous donner un exemple. Si vous ne lisez pas ce genre de revue, si vous n'êtes pas familier avec les histoires de l'ufologie, nous avons voulu mettre cette histoire en avant pour que vous sachiez quelles sont les aventures qui circulent dans le monde ufologique, et celle-là est vraiment très particulière. Joël, nous en étions donc arrêtés en 1942. Donc un soir de 1942, on n'a pas la date précise, on a seulement l'année. Gaston ne rentre pas au domicile familial. Le lendemain non plus. Bon, à cette époque-là, le fait de disparaître de la circulation était malheureusement pas aussi exceptionnel qu'en temps normal. Donc son épouse, l'épouse de Gaston, s'habitue peut-être assez rapidement au fait que son mari a disparu. Elle imagine peut-être, probablement, qu'il a été pris dans une rafle par les Allemands. Elle doit donc, à partir de ce moment-là, subvenir à ses besoins et à ceux de son fils, René, qui est un enfant à cette époque-là. Et elle travaille dans une usine de munitions qui se trouve donc dans la région de Poitiers. Alors, petite parenthèse, l'une des
petites vérifications qu'on peut tenter, c'est d'abord obtenir la confirmation de l'existence de cette usine de munitions à ou près de Poitiers pendant l'occupation. Jusqu'à maintenant, ce travail n'a pas été fait, mais il le sera dans un avenir proche. On a quand même des indications probablement relatives à ça, qui nous viennent d'un lecteur qui est lui-même un officier en retraite de l'armée de l'air, qui nous précise qu'il existait non pas une usine de munitions, mais un dépôt de munitions près de Vouillers à cette époque-là. Et quand ce lecteur avec qui je suis en contact régulièrement, m'a apporté cette information, ça m'a pas étonné du tout, parce que j'ai moi-même trouvé dans la forêt de Vouillers 2 obus à l'époque des champignons en 98 ou 99. Je les ai signalés à la gendarmerie de Vouillers et les gendarmes m'ont dit qu'ils n'étaient pas particulièrement étonnés et que c'était pas la première fois qu'on leur signalait des obus dans la forêt. Et puis concernant la situation financière donc de sa femme, René avait pris soin de lui parler d'une mallette d'argent où elle pourrait se servir au cas où lui arriverait malheur. Oui, mais néanmoins, elle devait quand même. Les temps étaient durs à cette époque-là, et comme la source était tarie, du moins momentanément, elle travaillait donc dans quelque chose comme une usine de munitions. On essaiera d'en savoir plus là-dessus. Bon, à nouveau, Gaston est hébergé par les extraterrestres insensibles et rationnels qui lui offrent l'occasion de s'instruire. Alors il étudie pendant encore 3 ans. D'ailleurs, dans la lettre, il n'y a pas un mot pour dire que c'était pénible, que c'était fatigant, que c'était lassant. Personnellement, ça m'a un petit peu surpris. J'aimerais pas que des extraterrestres m'enlèvent et se chargent de mon éducation pendant 3 ans. Je trouverais ça assez indélicat de leur part et sans doute lassant. Mais Gaston ne dit rien qui soit de cet ordre dans sa lettre. Il parle simplement de ce qu'il apprend. Il dit qu'il apprend le néerlandais et puis il se documente dans diverses matières. Et puis finalement, un soir de 1945, très probablement après la libération de la région de Poitiers, 45, bah oui, évidemment que la région était libérée en 45, oui, bien sûr. Hein. La région était libérée en 44, pas en 45. Quoi qu'il y avait quand même les poches de l'Atlantique qui étaient encore tenues par les Allemands début 45. Alors bon. C'est assez étonnant ce qui est dit là justement en 45, si je lis les 3 phrases qui correspondent à ce moment-là. Les extraterrestres considèrent que les conditions sont favorables pour envoyer de nouveau des correspondants en Europe. Les envoyés passeraient inaperçus en raison des mouvements de population très importants, d'accord. On m'a demandé si j'acceptais de retourner sur ma planète. Je ne m'y attendais pas, mais j'ai accepté. Un peu de dépit dans le... Oui, apparemment il était pas, il trépignait pas pour revenir sur sa planète d'origine. Hein. Il avait l'air de, si on en croit le contenu complètement sidérant de cette lettre, il se sentait bien là-bas. C'est étonnant. Enfin bon, prenons les choses comme... Oui, on les prend comme ça après. Oui. Donc, une nuit de 1945, son épouse entend quelqu'un qui tambourine sur la porte et qui dit « Germaine, ouvre-moi, c'est moi ». Et c'est Gaston qui refait surface. Alors, il a à nouveau une valise pleine d'argent, donc la situation matérielle est assurée, et puis il reprend ses activités qu'on comprend vraiment pas, puisqu'il est censé être terrassier, mais qu'il a de jolies mains blanches. Il disparaît toute la semaine. Il revient le vendredi ou le samedi. On va donner des explications de son retour quand même, Joël. Oui. Il a donc dit que les Allemands l'avaient arrêté en ville en 1942, puis envoyé le même jour en Allemagne travailler dans une usine de munitions sans autre explication que celle donnée par eux. Oui. Là, il y a quelque chose de... Enfin,
petite ressemblance qu'on peut noter, c'est que finalement, bien qu'ils aient perdu le contact entre eux, Germaine et Gaston faisaient à peu près le même travail, ils travaillaient tous les deux dans une usine de munitions. Germaine dans la région de Poitiers, et Gaston, lui, était censé, dans la version qu'il a fournie à son épouse, faire le même boulot en Allemagne. En fait, il était très très loin de là, et il n'était pas sur Terre, si on en croit la lettre. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, la vie reprend son cours. Il continue à servir d'informateur aux extraterrestres. Avec un nouveau contact, un autre contact que celui connu précédemment. Oui. Un petit détail qui permet peut-être de un peu mieux avaler, si on peut dire, cette histoire invraisemblable. La maman de René, qui est donc l'épouse de Gaston, et qui se prénomme Germaine, est quelqu'un qui est uniquement préoccupé de questions matérielles et qui ne cherche pas à comprendre les choses en profondeur, qui ne parle que de sujets matériels. C'est ce que m'a assuré son fils. Ça explique probablement les liens familiaux très distendus et très superficiels. J'ai demandé à plusieurs reprises à René quelle était la nature de ses relations avec ses parents. La vérité, c'est, m'a-t-il dit, qu'il n'y avait quasiment pas de relation avec eux, et que dans la période de l'après-guerre, après qu'il se soit engagé dans l'armée à 17 ans, j'ai bien l'impression que leur relation était réduite à, sans doute, à quelque chose comme une carte postale par an, et encore, j'en suis pas certain. J'en suis pas certain. Il y a un détail qui m'incite à penser ça, c'est que je me suis aperçu que René n'avait qu'une idée très vague sur la date du décès de sa maman. Il se trompait de 5 ans sur la date du décès de sa maman. Autrement dit, il n'y avait pas entre eux les liens familiaux ordinaires. Mais ça peut arriver. Donc dans cette période de l'après-guerre, la vie reprend son cours. Gaston se livre à des occupations pas très claires, et il est censé être terrassier. Et puis la vie se déroule normalement. Il raconte, je me permets de t'interrompre Joël, oui. Il raconte ses difficultés dans la première partie avant d'y retourner une deuxième fois, et dans les deuxièmes à chercher des livres de par son statut social. Il dit même avoir volé des livres dans des bibliothèques parce qu'il ne présentait pas comme ceux qui s'y trouvaient normalement, parce qu'il était censé vraiment ressembler à un terrassier, et qu'à cette époque-là, la culture n'était pas forcément ouverte à tous. Oui, il raconte dans sa lettre comment il s'est inscrit dans une bibliothèque. Il parle du fait qu'il achetait des livres pour ses amis extraterrestres. Moi, j'aimerais raconter cette histoire de A à Z au conditionnel, hein, parce que bien évidemment, il est difficile de prendre ça pour argent comptant. C'est pas grave, on a mis les guillemets au début, après on peut se permettre de raconter une histoire, de toute façon ouais. Elle est... C'est par commodité qu'on la raconte au mode affirmatif. Oui, hein. Ben oui, tout à fait. Mais il est quand même bon de le préciser, parce qu'il faudra pas que les gens croient qu'on accepte ça facilement. On prend note, c'est tout. Donc... Il se souvient aussi qu'à cette époque-là, lui s'inquiétait des premières explosions atomiques sur le Japon, et que ça n'avait pas l'air d'inquiéter les extraterrestres. Oui, c'est rassurant de s'apercevoir qu'il y a quand même une phrase dans sa lettre qui témoigne de sentiments manifestés par lui, sachant ce qui se passe sur Terre, puisque quand il est parti en 42, quand il est reparti en 42, le massacre avait largement commencé. Il s'inquiète de la situation sur Terre auprès de ses hôtes extraterrestres, qui lui disent que c'est pas très important ce qui se passe sur Terre, que de toute façon la vie sur Terre est très brève, et que donc c'est pas la peine de s'en occuper outre mesure. Alors il y a une explication à ça, une explication qui, comme tout le reste, vaut ce qu'elle vaut, c'est que si il continue à vivre dans le vaisseau spatial et à s'instruire,
doit être pénible quand même de s'instruire en permanence. Mais enfin, bon, s'il y en a qui aiment ça, moi je veux bien. S'il continue à mener cette vie-là avec ses amis extraterrestres, il pourra vivre extrêmement longtemps. Il aura une durée de vie incomparablement supérieure à celle qu'il peut espérer sur Terre. Et apparemment, il entre dans le jeu, il accepte pleinement ça, d'après ce que nous dit la lettre. Oui, il a envie d'y retourner pour se cultiver éternellement, ou en tout cas le plus longtemps possible. Eh ben, il y a des gens qui ont de drôles de passions. Alors, le scénario, c'est qu'il doit repartir une troisième fois. Alors là, comme la deuxième fois probablement, c'est plus un rapt, c'est un départ volontaire avec son consentement. C'est pas gentil pour sa femme, ça, quand même. Enfin bon, pour sa femme et pour leur fils, ni pour les amis, les voisins, la famille. Son plan, c'est de repartir chez les extraterrestres pour s'instruire et vivre très 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 longtemps. Alors le départ doit se faire, le troisième départ, doit se faire non plus de Buxerolles, mais d'un lieu qui est dans la région de Toulouse. Tout à fait. Et ça doit se produire en 1979. Le moment venu, il s'apprête donc à partir. Je sais pas, je me demande comment il a pu quitter son foyer comme ça pour partir définitivement chez les extraterrestres. Il y a des types qui peuvent se sentir coupables vis-à-vis de leur famille, vis-à-vis de leur femme. Mais alors lui, il aurait pu, parce que là, il s'apprêtait à partir pour de bon. Et puis finalement, il se produit une petite série d'incidents, qui font que ça marche mal. Le troisième départ, le départ définitif, se produit à une époque de l'année où les horaires de la SNCF changent. Alors, je crois que les horaires de la SNCF changent 2 fois par an. Je crois me souvenir qu'il y a des horaires d'hiver et des horaires d'été, ce qui implique 2 changements par an. On ne sait pas, parce que la lettre ne le dit pas et que la lettre est notre seule source, on ne sait pas si c'est lors du passage de l'heure d'hiver à l'heure d'été ou lors de l'autre passage. En tout cas, ce changement des horaires de train, puisque Gaston doit se rendre en train dans la région de Toulouse pour monter dans la soucoupe, ce changement d'horaire de train fait qu'il rate le train. Et ratant le train, il est bien obligé de prendre le suivant et il arrive trop tard pour prendre la navette qui doit le ramener chez ses employeurs. Alors, c'est pas si grave que ça, parce qu'il y a une navette de rattrapage pour les retardataires qui manquent la soucoupe. Donc, il se dit qu'il va prendre la navette de rattrapage qui est peut-être le lendemain, je crois. Mais manque de chance, il tombe malade. Et il dit dans sa lettre, enfin, il tombe malade entre le moment où il a raté la première soucoupe et le lendemain où il doit essayer d'attraper la seconde. Alors il précise dans sa lettre que cette maladie qu'il frappe si brusquement, c'est celle dont il va mourir en 85, ou peut-être fin 84, je sais pas, au moment où il rédige cette lettre. Oui, c'est ce qu'il dit exactement. Il dit « Le soir même à l'hôtel, j'ai eu un malaise, début probable de la maladie mortelle dont je suis maintenant atteint. » Alors, il dit qu'il est hospitalisé à Toulouse, à la suite de ce malaise, et puis finalement, son état doit s'arranger, il revient à Poitiers, mais il a perdu tout contact avec ses amis extraterrestres, il a perdu tout contact avec les intermédiaires humains ou ex-humains, je ne sais pas comment il faut dire, qui l'accueillaient lors de ses retours et qui lui fournissaient des sommes d'argent assez considérables, assez colossales. Un petit détail qu'on a oublié de dire tout à l'heure, c'est que lors de ses séjours sur Terre, après son premier séjour dans l'espace, il était censé travailler comme terrassier, mais il n'a jamais pu fournir à son épouse qui les lui demandait des bulletins de salaire. Il était obligé d'expliquer à Germaine que le patron le payait de la main à la main, comme ça, et il n'avait pas de bulletin de salaire.
Évidemment, les choses n'étaient pas aussi organisées, peut-être dans la fin des années 40, qu'elles le sont maintenant. Il y avait des gens qui étaient payés en liquide, on n'était pas toujours payé par chèque, et puis le monde n'était pas aussi organisé et figé qu'il l'est maintenant. En tout cas, cette absence de bulletin de salaire, ça a paru suspect à son épouse. Bien, alors, on en revient... Son épouse qui rechignait totalement à utiliser cet argent ramené dans les mallettes par son mari, parce que ça lui paraissait quand même assez étrange. Et puis il y a eu aussi ce changement de monnaie. Oui, alors, dans la période de l'immédiat après-guerre, il y a eu des suppressions de billets qui étaient en service. C'était, je crois, une des conséquences du marché noir. Il y avait des gens qui s'étaient énormément enrichis pendant l'occupation, en exerçant des activités pas toujours absolument recommandables, et qui détenaient des quantités assez considérables de billets de banque. Et pour diverses raisons, et peut-être notamment pour contrer les effets de ce marché noir, l'État a très rapidement, très brusquement retiré de la circulation un certain type de billets. Et les gens qui en avaient disposaient d'un délai assez court pour les échanger. Et toute somme trop importante nécessitait justification. Évidemment, c'était suspect. Si vous aviez une lessiveuse pleine de billets du même genre, toutes du même type, si vous aviez des grandes quantités de billets, c'était suspect aux autorités. Et alors là, phénomène assez incroyable, sa femme s'inquiète, il dit qu'il va s'arranger, qu'il va s'en occuper, et à ce moment-là, il part, il revient avec la même quantité de billets, mais en billets neufs. Et il dit qu'il s'est arrangé avec son patron. Oui. Formidable quand même, un terrassier qui a un patron très sympa, qui a les mains blanches d'ailleurs, pas le patron, mais le terrassier. Il a les mains blanches, et il a un patron tellement arrangeant que ça fait pas de problème, il a pu échanger ses billets. Alors évidemment, tout ça, ça suggère l'intervention de, peut-être pas des extraterrestres, mais tout au moins de leur présumé agent qui a accueilli Gaston lors de ses retours. Quand on lit cette lettre, du moins la transcription qu'en a faite René, parce que il l'a réécrite en faisant abstraction de considérations familiales. Et le texte que m'a donné René au mois d'août, c'était non pas l'original, dont je n'ai vu que la première feuille, c'était une transcription par le fils qui avait gommé un certain nombre de considérations familiales qu'il ne désirait pas communiquer. Voilà l'histoire. Le père, dans sa lettre, passe très très vite sur la période 79-85. On ne sait pas très bien ce qui se passe à ce moment-là. On sait quand même dans quelle rue de Poitiers le couple a habité, dans quelle rue au pluriel. Il y a 2 noms de rues qui sont cités. Et puis, au cours de cette période, Gaston a perdu tout contact avec ses amis extraterrestres. Et puis finalement, il mène une vie de terrien ordinaire. Il doit être assez âgé à cette époque-là. Il avait 18 ans en 1928, donc il est né en 1910. Donc lorsqu'il va mourir en 85, il a 75 ans. Le terrassier bidon, évidemment, qu'il était, ne manie plus la pioche. Il mène une paisible existence de retraité. Et finalement, il décède à l'hôpital de Poitiers en février 85. À cette époque-là, le fils, René, a terminé sa seconde carrière militaire et il travaille pour cette ONG, ce
qui l'amène à se déplacer dans divers pays où règnent des situations catastrophiques. Il revient précipitamment et on peut dire que l'essentiel de l'histoire s'arrête là. Mais il y a quand même un détail qu'il faudrait raconter, qui est antérieur, qui est même très antérieur au décès de Gaston. Quand René vient d'entrer dans l'armée, il est tout jeune, hein. Il doit avoir dans les 18 ans, ou guère plus. Il reçoit à cette époque-là sa formation militaire. De temps en temps, il revient à Poitiers voir ses parents. Pas souvent, mais quand même ça arrive. Et son père, donc l'ami des extraterrestres, Gaston, qui n'est pas un personnage très loquace, et qui n'a que des relations très superficielles avec son fils, lui a quand même dit « Ah, t'es beau quand t'as ton uniforme, j'aime bien te voir comme ça. T'es beau là-dedans. » Bon. Donc, ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Un jour où le jeune René vient rendre visite à ses parents, ça doit se situer vers la fin des années 40, vers 1950 peut-être. Oui, plutôt 50 par là. René se dit, je vais faire plaisir à papa, je vais venir, non pas en civil, mais je vais mettre mon bel uniforme. Le fameux épisode du marché. Voilà, René, le fils, sait que le dimanche matin, son père va toujours au marché. On sait même pourquoi. Il y va pour se procurer je ne sais plus quel saucisson et quel fromage qu'il ne trouve que sur ce marché. Donc, René se rend au marché dans son bel uniforme et se dit, je vais faire la surprise à papa qui doit être en train de s'acheter des victuailles au marché. Et là, il aperçoit son père qui est en grande conversation avec des messieurs en costume, bien habillés et qui ont des looks de personnages à responsabilité. Dans un premier temps, ça étonne un petit peu René, parce que pour lui, son père était racier. Évidemment, en 1950, il ignore tout de l'histoire. Il ne l'apprendra par cette lettre trouvée dans le blouson qu'en 85, 35 ans après. Donc, il s'approche de son père par derrière pour lui faire la surprise, et c'est comme ça qu'il capte des bribes de la conversation entre son père et les messieurs en costume qui se trouvent là dans le marché. Et aux surprises, Gaston et les messieurs bien habillés parlent de trigonométrie. Il est question de sinus, de cosinus, de tangentes. Ça paraît bizarre à René, mais finalement, il se dévoile, bonjour papa, et donc le père et le fils s'embrassent, les messieurs bien habillés disparaissent, et le fils se dit, mais c'est quand même bizarre, mon père il parle de trigo avec des messieurs en costume cravate au marché. Ça alors, ça le surprend beaucoup, parce que avant ça, son père n'avait eu que des lectures très sommaires. Un fan de Tarzan, je crois. Ouais, il lisait Tarzan et puis un autre truc qu'il y avait à cette époque-là, je sais plus très bien. Et donc le fils fait la remarque à son père, il lui dit, mais dis donc, tu parlais de sinus et de cosinus avec les messieurs là? Et Gaston lui dit, oui, tu vois, hein, on en apprend des choses en lisant Tarzan. Voilà. Petite anecdote qui résout évidemment aucune des questions qu'on se pose, mais qui situe un peu le problème. Le père, censé être terrassier, s'est instruit. Il a cessé d'être apparemment le jeune gardien de vache qu'il était en 1928. Et maintenant, quand il va s'acheter du saucisson au marché, il parle de sinus et de cosinus avec les messieurs bien habillés qu'il y rencontre. C'est suspect pour le fils. Mais néanmoins, à cette époque-là, René ne soupçonne pas ce qu'il va apprendre
35 ans plus tard. Ce qui rajoute à l'absurde de cette histoire, Joël, on garde en tête durant toute la lecture de cette histoire le fait que il n'y a rien pour l'étayer, il n'y a pas grand-chose, ou peut-être... Il n'y a rien, moi je dirais rien. Voilà, et en même temps, on se dit, si cette histoire est totalement inventée, il aurait quand même pu faire quelques efforts pour lui donner des côtés plus crédibles. Oui, une histoire montée de toutes pièces aurait pu quand même être de meilleure qualité. Parce que là, il y a des silences nombreux, des invraisemblances, des choses qui peuvent passer pour des invraisemblances, mais après tout, je sais pas. Mais il est certain que, encore une fois, je me répète, mais il n'est pas question un instant de lire cette histoire au premier degré, je crois. Même si la possibilité n'est pas totalement à exclure, qu'il faille la lire au premier degré, évidemment, il n'est pas question d'oublier d'être prudent face à un récit aussi abracadabrant. Alors il y a aussi quelques notions scientifiques entre guillemets, c'est toi qui le précises, on n'y reviendra pas lors de ton intervention. Tout ce qu'on peut dire aux auditeurs, c'est de se procurer le LDLN 375 pour avoir la totalité du texte. Mais il y a un point sur lequel on peut appuyer, Joël, c'est aussi l'enterrement. L'enterrement, qui fait suite à l'épisode du marché, mais 35 ans plus tard. Lorsque René quitte sa mission dans je ne sais quel pays où règne une situation désastreuse, pour revenir précipitamment à Poitiers pour l'enterrement de son père, il constate, lors de l'enterrement au cimetière, il y a là un assez grand nombre de messieurs qui présentent bien, qui sont vêtus de costumes et de cravates, et qui n'ont pas le look qu'on pourrait attendre des fréquentations ordinaires d'un terrassier. Bon, en gros, il se trouve dans un environnement de cadre supérieur, plus que dans un environnement ouvrier. Alors, René se pose des tas de questions, il dit, mais enfin, qui c'est ces gens? Je les connais pas. Ça peut se comprendre, étant donné qu'il avait des rapports extrêmement distendu avec ses parents. Je ne serais pas étonné qu'il y ait eu des intervalles de plus d'un an sans la moindre communication entre René et ses parents. Il n'a pas été extrêmement explicite là sur ce point, mais je pense que des intervalles de plusieurs années entre deux cartes postales, ça devait être relativement monnaie courante. Donc, il n'était pas vraiment, René, au courant de la manière de vivre de ses parents, puisqu'il les voyait pratiquement jamais. Mais enfin, quand même, il était surpris de voir l'étrange aspect des relations de ses parents. Il y a des gens qui viennent lui serrer la main, et il y a en particulier un type qui lui dit « Ah, vous êtes le fils de Gaston. La disparition de votre père est pour moi quelque chose de terrible, parce qu'il m'avait beaucoup aidé dans mes travaux en mathématiques. » Boum. Le terrassier avait aidé quelqu'un qui faisait des recherches en maths. Ça a énormément intrigué René. C'est ce qu'il m'a dit. L'histoire, en gros, à quelques détails près, oui. des détails importants, bon, elle se résume à ça. Et nous allons pouvoir, Joël, dans quelques instants, passer à la dernière étape. Alors Joël, deux questions après le décortiquage minutieux de ce texte. Tout d'abord, pourquoi avoir décidé de le faire paraître, et surtout, non pas comme une anecdote, mais comme un véritable sujet. Rappelons qu'il prend en gros une vingtaine de pages dans ce numéro 375 de Lumière dans la nuit, et que tu as été jusqu'à rencontrer le fils donc de Gaston, qui est René. Pourquoi j'ai publié l'histoire? Alors, je me suis vraiment posé la question, quand j'ai récolté cette histoire, à la fin de l'été 2004. D'abord, j'étais, disons, comme de rond de flanc, moi, avec cette histoire-là. J'ai 39 ans d'ufologie derrière moi, il me semble. Oui, j'ai commencé en 66. J'ai 39 ans d'ufologie derrière moi.
Mais je suis rarement tombé sur des histoires comme ça. Et je n'éprouve pas particulièrement de besoin d'en récolter d'autres. Parce que j'ai une nette préférence pour des cas plus simples et mieux attestés. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais avec ça? On publie ça, on ne publie pas. Bon, j'ai retourné la question sous les deux faces un certain nombre de fois. Puis je me suis dit que finalement, quand on fait une publication, on peut avoir l'opinion qu'on veut sur le problème qu'on traite. Enfin, il faut quand même intéresser les lecteurs. Et il me paraissait évident que cette histoire-là frapperait les lecteurs. Alors là, j'ai peut-être cédé à une tentation coupable, chacun en jugera. Mais je me suis dit qu'il fallait quand même intéresser les lecteurs et que, à coup sûr, cette histoire-là intéresserait les gens. Personnellement, je le déplore infiniment. Il faut que les gens qui nous écoutent sachent qu'il y a en ufologie, heureusement, des cas solides. C'est pas la majorité, mais il y a des cas très bien attestés, des cas avec des témoins assez nombreux, des témoins parfaitement identifiés, qualifiés pour observer, qui fournissent des rapports précis, des cas avec des traces physiques. C'est ça qui est essentiellement intéressant, puisqu'on est encore dans la préhistoire, où l'existence même du problème fait question et n'est pas reconnue officiellement. Le plus intéressant, c'est les cas solides, c'est l'histoire de l'Airbus du 28 janvier 84 et des choses comme ça, et toutes les observations par des pilotes d'avion, et les choses comme Trans-en-Provence avec des traces au sol, les histoires à dormir debout, appelons ça comme ça, comme l'histoire de Gaston, telle que nous la connaissons par son fils. C'est pas un trésor pour l'ufologie. Ça peut même être un véritable poison. Ça peut avoir, et je crains que ça ait une incidence très négative sur la bonne renommée de l'ufologie. On est dans une situation très paradoxale. Quand on exhibe des observations très fortes, comme celle que je vous ai citée, ou le 5 novembre 90, ou ce qui s'est passé à Los Angeles en février 42, ça ne fait pas évoluer la situation d'un pouce. Les observations probantes sont traitées par le mépris et ne débouchent pas sur un mûrissement de la situation. C'est bien regrettable. Alors qu'on vienne pas nous reprocher d'écouter, lorsqu'elles se présentent, des histoires aussi invraisemblables que celle-là. Alors moi je me suis dit que finalement, je fais lumière dans la nuit, c'est pour raconter aux gens ce qu'on récolte quand on s'intéresse au phénomène OVNI. Alors après tout, pourquoi pas celle-là? J'avoue que j'étais pas tranquille, que j'étais pas à l'aise, et je suis toujours pas à l'aise. Je suis pas à l'aise du tout, même, d'avoir publié une histoire aussi folle. Mais je crois, hélas, que c'est consubstantiel au sujet. Si on regarde les histoires d'OVNI dans leur ensemble, on ne peut pas évacuer, ou difficilement évacuer, des histoires comme ça. Il y a toujours, ou presque toujours, dans les histoires d'OVNI, au moins un détail, là il y en a plus qu'un, des détails absolument fous, qui paraissent déments, qui risquent de donner une mauvaise opinion de l'ufologie, une mauvaise image de l'ufologie. Mais c'est ce qu'on récolte, c'est ce que les gens disent, c'est ce que apparemment ils sont convaincus d'avoir vécu, et nous ne faisons que le répercuter, le transmettre, sans émettre d'avis. Il ne viendrait à l'idée de personne, j'espère, d'émettre un jugement de valeur définitif sur la valeur d'un témoignage comme ça. Là, on est véritablement face à une histoire comme ça, comme une poule qui a trouvé une clé à molette. On ne sait pas quoi en penser. Et si des gens ont des opinions définitives sur cette histoire-là et sur toutes les autres histoires du même acabit, moi je ne les envie pas. Très franchement, je ne sais pas quoi penser de ça. On n'est pas obligé d'avoir un jugement. On peut se contenter d'enregistrer la chose sans émettre de jugement. L'histoire, elle est peut-être vraie, elle est peut-être fausse. C'est peut-être même encore plus compliqué que ça. Elle est peut-être ni vraie ni fausse. C'est peut-être beaucoup plus complexe. Je ne sais pas. La seule chose que je sache, c'est que René, et
existe. Je l'ai rencontré, j'ai passé 6 heures avec lui. Il m'a téléphoné il y a 3 ou 4 jours. C'est un homme charmant qui raconte une histoire invraisemblable. Faut-il le croire, ne pas le croire? Évidemment, il y a des hypothèses qui viennent aussitôt à l'esprit. Bon, formulons-les, bien que ce soit un petit peu désobligeant vis-à-vis de René, mais on est bien obligé d'envisager toutes les possibilités. On est bien obligé de réfléchir face à ces choses-là. Le témoin, pour nous, c'est René. La lettre, on ne l'a pas. J'ai vu et j'ai photocopié la première page de la lettre. Quand René est venu à Poitiers le 7 septembre 2004, il m'a apporté un certain nombre de documents intéressants, des photos de famille qui sont publiées dans le numéro 375, des photos où on voit son père, où on voit aussi sa mère. Il m'a apporté une page toute délabrée, toute dentelée sur les bords, extraite en fait, arrachée, envolée d'un livret de famille, et qui donne la date du mariage de Gaston avec Germaine, et qui donne la date du décès de Gaston à l'hôpital de Poitiers. Il m'a apporté ça, et il m'a apporté la première page de la lettre. Il ne m'a pas apporté la lettre dans son ensemble. Je l'ai regretté, parce qu'évidemment, la lettre, qui, on l'imagine, doit comporter un nombre considérable de feuillets, elle est très longue, la lettre. Cette lettre, j'aurais bien aimé la voir dans son intégralité. Toute personne sensée qui tombe sur cette histoire suspecte évidemment une fabrication. Je crois que j'enfonce une porte ouverte en disant ça. Alors, une des supercheries qu'on peut suspecter, c'est que celui qui est pour nous le témoin, autrement dit René, ait lui-même concocté cette histoire. Et qu'il ait fabriqué la lettre. S'il a fabriqué la lettre, étant donné qu'il s'agit d'une lettre manuscrite, il a dû déguiser son écriture. Je me suis jamais amusé à déguiser mon écriture, mais j'imagine que ça doit pas être si facile que ça, sauf si vraiment on aime, et que déguiser son écriture sur une page, ça doit être déjà fatigant. Mais si la lettre comporte 30 ou 40 pages, déguiser son écriture sur 40 pages, ça doit être un sacré boulot. Donc, bien évidemment, je me suis demandé pourquoi René m'avait apporté la première page de la lettre et seulement la première page. C'est une page qui est écrite au recto, simplement. Alors, je l'ai photocopié, cette page, il me l'a prêté, ça se passait vers 6-7 heures du soir, on s'apprêtait à aller déjeuner, René est monté se changer dans sa chambre d'hôtel, et il m'a laissé les papiers, je lui ai dit, bon, moi je vais faire des photocopies, ok, on se retrouve dans 10 minutes, un quart d'heure. Je suis allé photocopier la dite lettre, mais je n'en ai vu que la première page. Alors, pourquoi a-t-il apporté la première page et pas l'ensemble de la lettre? Il y a 2 éléments de réponse à ça. D'abord, et ça il me l'a dit très clairement dès le début, la lettre, je vous l'ai dit tout à l'heure, comportait, outre le récit du voyage chez les extraterrestres, avec tous les guillemets que vous voudrez autour de ce mot, autour du mot voyage, autour du mot extraterrestre, on peut mettre tous les guillemets qu'on veut, je suis tout à fait d'accord. Mais il est bon de le préciser régulièrement. Ne serait-ce que pour les gens qui prendraient l'émission en cours de route. Alors, la première réponse, donc, c'est que la lettre comportait aussi des considérations d'ordre familial. Ce sont les termes employés par René. Alors, moi, je ne sais pas ce que sont ces considérations d'ordre familial. Et j'avoue que j'ai pas questionné René à ce sujet-là. Alors, j'aurais peut-être dû, il y a des gens qui vont me le reprocher. Ils auront raison, mais tout le monde a raison, tout le monde a tort dans cette histoire. Bien sûr que j'aurais dû cuisiner René pour savoir de quoi il s'agissait, mais visiblement il avait envie de me parler d'autre chose. René avait expurgé,
recopiant la lettre, il l'avait expurgée des considérations familiales. Bon, il est vrai que pour vous, pour moi, pour nous tous, les considérations familiales en question, quelles qu'elles puissent être, ne sont probablement pas d'un intérêt considérable. Mais elles sont d'un intérêt indirect quand même, parce que si on les avait sous le nez, ces pages comportant les considérations familiales, ben on aurait la lettre. On apprendrait peut-être pourquoi est-ce qu'il n'avait aucun scrupule à quitter sa femme. Ah, peut-être. Je m'étais pas posé la question, mais en tout cas, il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre. C'est que les ufologues ne sont pas des policiers, ils sont pas investis de l'autorité, et pas non plus du prestige de la police, et il leur est difficile, concrètement, de tout exiger des témoins. Moi, j'aurais bien aimé poser quantité de questions que j'ai pas osé poser à René. Il avait voulu, dit-il, faire l'impasse sur ses considérations familiales. Il me semble que c'est une volonté qu'on peut respecter. Bien sûr, dans la simple optique de la recherche de la vérité, il faudrait essayer d'en savoir plus, il faudrait avoir l'original sous le nez et examiner tout ce qui peut être examiné. Mais à ce moment-là, on n'est plus dans l'enquête ufologique. On serait dans une enquête de type policier. Ça correspond justement à la deuxième question que je voulais te poser, mais on va la rattraper dans le fil de ton discours. Est-ce que depuis, tu as fait d'autres recherches concernant ce texte ? Bien sûr. Peut-être des choses que tu ne veux pas dévoiler à l'antenne, mais qui te font pencher d'un côté ou d'un autre ? Moi, je suis pas partisan des cachotteries. Il y a des choses, il y a des détails qu'on peut omettre quand il s'agit de préserver la tranquillité des gens. Hein. Par exemple, au cours de cette émission, on n'a pas encore lâché le nom patronymique de Gaston et de René, parce que c'est peut-être une manière de préserver la tranquillité de René et de son épouse, et des nombreuses personnes qui doivent être des homonymes de René. Bon, un détail comme ça, je crois qu'il est sage de ne pas en faire mention, ou alors à petite échelle. Je dis ça alors que le nom figure dans l'article. Hein. Mais bon, j'avais parlé de ça avec René. Hein. Je lui ai demandé, le 7 septembre, qu'est-ce que je fais si je publie l'histoire? Est-ce que je fais état de votre identité ou pas? Et il m'a dit, vous faites comme vous voulez. Alors, évidemment, moi je suis ufologue. Hein. Un ufologue, ça préférera toujours un témoignage avec le nom des gens à un témoignage anonyme. Voilà, pour 36 raisons qui sont évidentes. Alors comme il me laissait le choix, eh ben, j'ai choisi l'option qui me paraissait la plus intéressante d'un point de vue ufologique. Peut-être pas, et même sûrement pas, du point de vue de la tranquillité de René. René est un homme qui a aujourd'hui 70 ou 71 ans, qui a eu une triple carrière extrêmement active et qui évidemment aspire à la tranquillité. Et il aspire pas qu'à la tranquillité d'ailleurs, hein, il aspire aussi à comprendre. Et là, je crois qu'on peut penser qu'il partage certainement notre frustration. Si j'écoute de façon directe, si je prends au pied de la lettre ce qu'il me dit, il partage notre frustration, il ne comprend pas, il se demande ce qui se passe. Moi, ça, c'est quelque chose que je trouve parfaitement respectable. Donc, il y a des détails qu'on peut omettre, comme le nom des témoins. Mais à part ça, c'est pas la peine de faire des cachotteries. Oui, on a tenté de faire des vérifications. Alors, quand je dis on, c'est quelques copains et moi-même. Alors, les copains en question, qui sont-ils? J'ai cité tout à l'heure Christophe Jubien, qui a brillamment agi en contactant un responsable de Caritas qui lui a confirmé que René était un responsable très efficace et un spécialiste des situations, un très bon spécialiste des situations d'urgence. Je crois que c'est les termes employés par cette personne. Bon, alors Christophe Jubien a fait cette vérification-là, tout simplement parce que il connaissait quelqu'un qui pouvait lui fournir l'information. J'ai un deuxième ami
qui a fait une enquête assez brillante aussi. Veux-tu que je la raconte? Si tu le peux, oui, avec plaisir. Oui, bien sûr. Alors, c'est l'histoire de Toulouse. Alors, peut-être il faut pas raconter ça. Bah écoutez, on va le dire quand même, hein, parce que, vous savez, l'ufologie, c'est pas simple. Les histoires d'ovnis, c'est pas simple. La moins mauvaise manière de prendre la question des ovnis, c'est de s'intéresser aux témoignages solides, probants, avec des témoins parfaitement identifiés, si possible nombreux, qualifiés, des cas avec des documents, des traces physiques. Bon, moi c'est ça qui m'intéresse en ufologie, c'est pas les histoires de gens qui montent dans la soucoupe. Mais enfin, on fait avec ce qu'on a, et puis il est certain que beaucoup de gens ont fortement tendance à s'intéresser aux histoires extraordinaires, beaucoup plus qu'aux histoires solides. Moi je préfère les histoires solides, hein, mais Alexandre m'a demandé de parler de cette histoire, donc parlons-en. Alors, deuxième vérification, assez intéressante, vous allez voir. Elle a été faite par Fabien Lebreu. Voilà comment ça s'est passé. Fabien est un ami, un ufologue assez actif, qui s'est notamment intéressé à ce qui se passe du côté du col de Vence, et qui est très concerné par les anomalies photos qui se multiplient depuis quelques années. Au cours du mois de fin septembre, certainement, peu de temps après la visite de René, j'ai eu une conversation téléphonique avec Fabien. Je lui ai raconté l'histoire dans les grandes lignes. Et puis, sans but précis, simplement, comme on dit, pour dire quelque chose, j'ai dit à Fabien, tu n'aurais pas par hasard tes entrées dans les milieux médicaux de Toulouse. Et Fabien m'a expliqué que si, peut-être. Il avait... Si, peut-être, sans forcément préciser à l'antenne de quelle manière. On va pas préciser de quelle manière, hein. Bon, disons que Fabien a quelqu'un dans son entourage qui fait de l'informatique médicale. Et dans la région de Toulouse. Alors là, surprise, énorme et agréable surprise. Je m'attendais pas à ce que Fabien me dise ça. Je disais ça vraiment sans y croire. Or, la possibilité apparemment existait. Alors pourquoi j'ai posé cette question à Fabien? Eh bien, souvenez-vous, lorsque Gaston devait repartir définitivement chez ses amis extraterrestres, amis ou employeurs, je sais pas comment faut dire, pour y mener une vie très très longue et très très studieuse, il a doublement raté la soucoupe. Il a raté la soucoupe, et il a raté la soucoupe de rattrapage du lendemain, et finalement il s'est retrouvé à l'hôpital à Toulouse, parce qu'il était tombé malade après avoir raté son train. Et l'idée, c'était évidemment d'essayer de retrouver, si on pouvait avoir communication du registre des entrées dans les hôpitaux de Toulouse pour l'année 79, retrouver la trace de l'hospitalisation de Gaston. Alors, vous me direz, ça n'aurait pas résolu le problème. Bah oui, c'est sûr, ça n'aurait pas répondu aux centaines de questions qu'on se pose, simplement, ça aurait confirmé que Gaston avait été hospitalisé à Toulouse en 79, à une des deux époques de l'année qui correspondent au changement d'horaire de la SNCF. Le seul bénéfice qu'on aurait pu tirer d'une vérification comme ça, c'était une indication sur le récit de René, d'abord, et puis aussi sur le récit du père, s'il est réel. Bon, surprise, Fabien me dit qu'il peut tenter la vérification. Donc, il la tente par la voie qu'il avait immédiatement envisagée, et puis ça ne donne rien. Alors là, on aurait pu s'attendre à ce que ce soit la fin de cette tentative, et ça n'a pas été la fin. Il y a une morale qui est intéressante dans cette anecdote, c'est que Fabien s'est incrusté, il a persisté, il a fait preuve d'obstination, et il a pratiqué une attaque frontale. Il a téléphoné
à l'hôpital. Il y a 2 hôpitaux à Toulouse, paraît-il. Il y en a un qui s'appelle Purpan, et puis l'autre dont j'ai un petit peu oublié le nom, mais c'est pas grave. Fabien a téléphoné et il a attaqué de front. Il a dit voilà, bonjour monsieur, je voudrais savoir si je peux avoir communication du registre des entrées dans les hôpitaux de Toulouse en 1979. Et alors là, surprise, vous savez, il y a des moments dans la vie où il faut oser. Hein. Il y a des moments où ça paye. Ça paye pas souvent, mais ça arrive. La personne qui l'a eu au téléphone lui a dit mais oui monsieur, bien sûr, il n'y a pas de problème. Envoyez-nous simplement une lettre pour préciser votre demande et nous tenterons de vous donner satisfaction. Là, j'avoue que ça c'est... Moi ça me sidère. J'aurais pas cru à une telle possibilité. J'aurais pas cru qu'on puisse avoir un document comme ça. D'autant plus qu'on lui a pas vraiment demandé de justifier son lien de parenté ou la nature de ses relations avec le fils. Le document était communicable. Moi, ça me rassure un petit peu sur la société française, savoir qu'il y a des documents qui sont pas secrets. Ça me fait bien plaisir. Et je trouve que c'est bien sympa. Ça permet à quelqu'un qui cherche à comprendre quelque chose d'essayer. Je trouve ça formidable. Cela dit, je doute que ça se passe partout comme ça. Et j'ai bien l'impression que les Toulousains ont une nature généreuse quand j'entends ce qui s'est passé. Alors, Fabien donc envoie une lettre en précisant sa demande et il a accompagné sa lettre d'une enveloppe timbrée pour la réponse. Il a obtenu il y a peut-être un mois, peut-être en février 2005, il a obtenu la réponse, mais par voie téléphonique, hélas. C'est regrettable évidemment, parce que si on lui avait répondu par courrier en utilisant l'enveloppe qu'il avait fournie, on aurait la réponse sous forme écrite. On ne l'a pas, il n'a eu qu'une réponse téléphonique. Je ne vais pas faire état ici de l'identité de la personne qui lui a répondu, mais cette personne lui a dit « Cher monsieur, nous avons tenté la recherche que vous nous avez demandée. Nous avons tous les registres d'admission dans les hôpitaux à partir de 1945. » C'est-à-dire pour la période 1945-2004. Sauf celui de 79. Quand Fabien m'a raconté ça, je suis tombé assis. Ça ne t'a pas tant surpris que ça. En quelques mots, Joël, ce n'est pas la première fois, et cela a déjà été développé par Jean Sider, je crois. Oui. Ce n'est pas la première fois que de tels registres ou dossiers disparaissent lorsque les années sont intéressantes pour les recherches ufologiques. C'est vrai que c'est ce genre de petites surprises qu'on a de temps en temps en ufologie. Alors, l'histoire à laquelle tu fais allusion, Alexandre, elle est racontée par Jean Sider dans le dernier numéro, c'est-à-dire le 376. Alors, c'est une sombre histoire qui s'est produite peut-être en 1932, et si c'est pas en 32, c'est quelques années avant 1932, disons au cours de la période 29-32, à Amiens. Alors, c'est une drôle d'histoire, tout à fait incroyable, tout à fait démentielle. Je suis presque gêné, moi, de raconter à la radio des histoires aussi folles. Mais enfin, il arrive qu'on tombe sur des histoires comme ça en ufologie. Alors, assumons sans cautionner en quoi que ce soit. Hein. Jean Sider nous raconte que vers 1932, il y a eu un accident de voiture dans une petite localité très proche d'Amiens. En gros, il y a une voiture qui a fait une rencontre rapprochée avec un arbre. La passagère était, je crois, une Anglaise qui était blessée. La voiture était blessée aussi. On a emmené cette passagère dans une clinique d'Amiens. Cette clinique, on peut dire, bien qu'elle ait déménagé une fois, qu'elle existe encore. Elle s'est transmise par voie familiale et c'est ce qui a permis à Jean Sider de faire une vérification intéressante. Alors voilà l'histoire. Dans cette clinique, on constate, alors une chose
complètement stupéfiante, incongrue, invraisemblable, abracadabrante, démentielle, tout ce que vous voudrez. C'est du même tonneau que l'histoire qu'on a racontée ce soir. La blessée a un sang bleu. Ah, c'est pas courant. Donc je ne sais pas ce que pense le personnel médical, mais il doit quand même être drôlement étonné. Et puis, aussi étonné soit-il, le soir finit par venir, et le soir dans une clinique, c'est l'extinction des feux. La patiente est laissée dans son lit, et la clinique s'endort. Le lendemain matin, le personnel de la clinique vient voir l'étrange patiente au sang bleu. Elle n'est plus là, il n'y a plus personne dans la chambre, et le lit est fait. Le lit qui avait évidemment été défait, puisque la patiente était couchée, il est refait, il est intact. Donc, j'imagine qu'il a dû y avoir un branle-bas dans la clinique, et on s'est aperçu que les restes de la voiture avaient eux aussi disparu. L'histoire paraît folle, elle est folle, hein. C'est pas des apparences, là, c'est une histoire à dormir debout. Et c'est pas celle que je préfère en ufologie, encore une fois. Je saisirai toutes les occasions de le dire et de le répéter. Alors, néanmoins, l'actuel directeur de la clinique, qui existe encore 70 ans après, plus que 70 ans après, a confirmé, notamment par courrier, la réalité de cette histoire. À la demande de Jean Sider, il a tenté de retrouver le registre des admissions qui faisait état de l'hospitalisation de cette Anglaise au sang bleu. Je crois que le registre portait le numéro 5 dans la classification des archives. Le monsieur en question, je vais peut-être pas citer son nom, c'est peut-être pas la peine de l'impliquer là-dedans, bien que son nom ait été publié. Tout simplement parce que ce monsieur ne fait pas de cachotterie. Il y a encore des gens qui font pas de cachotterie, qui voient pas des secrets partout. Moi, je trouve ça agréable. Donc, ce monsieur a tenté la recherche, et il s'est aperçu qu'il y avait tous les registres qu'on pouvait souhaiter, sauf celui-là, dans les archives de la clinique. Et voilà pourquoi la relation donc a été faite avec l'histoire qui nous a intéressés aujourd'hui, Joël, qu'on peut retrouver dans le numéro 375 de Lumière dans la nuit. Notre entretien ne me paraîtrait pas complet si on ne précisait pas aux auditeurs comment se procurer Lumière dans la nuit. Pour se procurer Lumière dans la nuit, la meilleure manière, alors si les gens souhaitent s'abonner, ils ont 1000 fois raison, et il faut pour cela envoyer un chèque alors les abonnements sont pour 6 numéros, et il faut envoyer un chèque de 44 €. Alors, il faut que le chèque soit de préférence libellé à mon nom, tout simplement parce que les chèques, je les mets sur un compte chèque postal, et qu'il est infiniment plus simple d'ouvrir un compte chèque postal au nom d'un particulier, le mien en l'occurrence, qu'au nom d'une revue au titre étrange, comme Lumière dans la nuit. Donc j'utilise un CCP qui est à mon nom. Donc s'il vous plaît, si vous m'envoyez un chèque, d'abord, merci, n'hésitez pas à le faire, mais libellez le chèque à mon nom. Par contre, vous pouvez l'envoyer soit à mon nom, Joël Ménard, ça s'écrit MESNARD, soit à Lumière dans la nuit, où vous mettez simplement LDLN, ça revient au même. L'adresse est BP 3 86 600 Saint-Julien-Lars. Lars, ça s'écrit L'_ARS. Mais si vous souhaitez uniquement acquérir le numéro qui traite de cette histoire-là, qui n'est pas, à mon avis, d'un intérêt supérieur à la moyenne, hein, qui est simplement plus extraordinaire. C'est un cas plus extraordinaire que les autres. Plus fou, disons. Voilà. À ce moment-là, vous m'envoyez 8 € et je vous enverrai, en précisant évidemment que vous souhaitez le 375, et je vous l'enverrai
Le plus tôt possible, mais il faut savoir que je suis pratiquement obligé de grouper les envois. Donc c'est pas toujours absolument immédiat. Joël, merci beaucoup de nous avoir conté cette histoire peu banale. Eh bien, c'est moi qui te remercie et qui remercie tout le monde. Merci de votre attention et bonne soirée. Au revoir Joël Ménard. Au revoir.